Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots en compagnie de toutes les teams. Bonsoir les filles. Bonsoir. Ravi de vous Bonsoir à tous. retrouver donc pour ce nouveau numéro en compagnie de Petroni Rostania, chère Sonia, qui va venir nous présenter son livre Sur leurs traces. On va avoir l'occasion d'en parler. Tu vas avoir l'occasion de nous faire une chronique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre, finaliste du prix Maison de la Presse? Eh ben, on va dire que Petroni m'a baladé du début à la fin. Jusqu'à la fin, c'est en suspense et on se demande où elle va nous emmener. Et en fin de compte, le final est en apothéose. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi et nous t'écouterons dans quelques instants. Je vous rappelle que nous aurons aussi donc l'extrait de Marie nous a fait un extrait donc de ce livre. Nous aurons bien évidemment la question de l'invité et le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Petroni? Bah, une plume plus que prolifique parce que 9 romans en une dizaine d'années. Enfin, c'est voilà, c'est un par an, sachant qu'elle a toujours un avance. Enfin, j'aimerais vraiment savoir comment on s'organise quand quand on a quand on a cette voilà cette facilité à écrire, mais qu'on a quand même une vie assez prenante à côté. J'ai hâte de savoir de rentrer un petit peu dans ses habitudes et dans son quotidien. Eh bien, écoute, avec l'impatience de t'écouter dans quelques instants. Et je vous rappelle, mes chers amis, que vous pouvez retrouver cette émission le mercredi et le vendredi à 19h30 en direct sur Facebook et sur YouTube. Et ce que je vous propose, c'est d'accueillir tout de suite Pétronille. Et bonsoir Pétronille. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, on l'a dit, pour venir nous parler donc de ce livre Sur leurs traces, finaliste du prix Maison de la Presse 2025. C'est avec grand plaisir qu'on te reçoit pour répondre à nos questions, aux membres de la team et ainsi à toutes les personnes qui sont présentes. Mais avant toute chose, comment vas-tu? Eh bien écoute, très bien, la vie est belle. Mon dernier roman est sorti il y a à peu près un mois et demi maintenant. Écoute, il a un très bon accueil du public, des très bonnes critiques. Donc c'est vrai que quand ça fait un an que tu travailles sur un roman, c'est toujours l'inconnu, hein, toujours cette peur quand tu le laisses après à tes lecteurs. Et les retours sont dithyrambiques jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un beau cadeau que tout le monde me fait aujourd'hui. Eh bien, écoute, avec grand plaisir pour t'écouter dans quelques instants également. Je salue toutes les personnes qui sont là. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous posez vos questions. Pétroni y répond. Mais avant toute chose, Pétroni, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, nous dire un petit peu qui tu es? Oui, alors aujourd'hui, moi j'ai 44 ans. Donc avant d'être écrivain, je suis surtout maman aujourd'hui de 3 enfants qui ont entre 15 ans et 9 ans maintenant. J'écris depuis à peu près une dizaine d'années. Donc au début, j'étais pas du tout attirée en fait par l'écriture, étonnamment. Ça n'a pas du tout été une passion depuis toute petite fille. C'est vraiment arrivé sur le tard. Et au début, moi, je me suis vraiment spécialisée d'abord dans une école de commerce et je me suis lancée dans une carrière de marketing. Et en fait, c'est à peu près après 10 ans de carrière marketing un petit peu partout à l'étranger, en Chine, à Dubaï, ou une envie d'autre chose. Et puis surtout, entre-temps, j'avais découvert le plaisir de lire et surtout le plaisir de lire des polars et des thrillers. Et une envie à un moment de changer de vie, de me dire et pourquoi pas, tu ne penserais pas toi aussi dans l'écriture. Et ça a été, on en parlera peut-être un peu plus tard de manière un peu plus profonde, mais ça a été une révélation. Et en fait, à partir du moment où je me suis mis pour la première fois derrière un écran pour écrire, je me suis dit que j'étais fait pour ça, que c'était maintenant ma vie. Et donc, j'ai tout plaqué pour me consacrer 100% donc aujourd'hui à l'écriture. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire que c'est une bonne résolution que tu as prise, puisque si on a l'occasion de te lire, on voit effectivement que tu as une belle plume. Tu as écrit un roman, on en parlait justement il y a quelques instants, On a tous une bonne raison de tuer, qui a été vendu à plus de 20 000 exemplaires. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est vrai qu'on a tous une bonne raison de tuer. C'est pour moi le troisième, où on retrouve toujours la même héroïne qui s'appelle Alexandre Laroche, qui est donc commandante au 36, alors au début au Quai des Orfèvres, qui aujourd'hui a déménagé au Bastion. Et je veux dire qu'on a tous une bonne raison de tuer. Pour moi, c'est particulier parce que c'est le premier où j'ai sorti un petit peu de ma ligne de confort. Parce que les deux premiers avec Alexandre sont vraiment du roman policier pur. C'est-à-dire que vraiment, on suit les enquêteurs de la brigade criminelle dans leur enquête, donc découverte du corps, autopsie, garde à vue et vraiment enquête de A à Z. Ce qui était peut-être au départ un point pour moi qui était facile, parce qu'en fait, il y avait une sorte de ligne rouge qui était déjà préécrite. Au bout de 2 romans où j'ai écrit un peu de cette manière-là, il a fallu sortir un petit peu ses habitudes, casser un peu tout ça.
Et on a tous une bonne raison de tuer. Je le qualifierais plutôt de roman, de thriller psychologique, où j'ai voulu, en fait, au-delà de l'enquête, bousculer mon héroïne, parce que dans ce roman-là, en fait, Alexandre se retrouve au milieu d'une enquête, certes, mais tous les protagonistes concernés dans cette enquête sont des gens proches. Son mari fait partie des principaux suspects d'un meurtre, sa meilleure amie aussi, etc. Donc, c'est une manière, en fait, de voir un peu le polar différemment. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça a été une sorte de premier défi dans ma vie d'écrivain quand j'ai écrit ce roman. Eh bien, en tout cas, merci pour cette présentation. On rappelle qui a été vendu à plus de 20 000 exemplaires. Tu en as écrit d'autres aussi, on l'a dit, il y en a 9 à ton actif, dont un qui a été récompensé au prix Cognac, qui s'appelle donc J'aurais aimé te tuer. Alors, effectivement, dans les titres, on sent que c'est du polar, qui a été édité chez HarperCollins. Est-ce que tu peux nous en parler également de celui-ci? Oui, alors lui, en fait, c'est vraiment pour moi un roman coup de cœur. Parce que là, pareil, c'est un autre challenge, c'était mon 6e. Et en fait, dans mes 5 premiers romans, donc en effet, il y a beaucoup de femmes. Donc, vraiment, ce sont soit des femmes flics, soit des femmes avocates. Mais la femme prend pas mal de place dans mes personnages principaux. Et pareil, une envie d'autre chose, de me renouveler. Et J'aurais aimé te tuer est un one-shot. Donc, il n'y a pas de personnage récurrent. Et surtout, pour une fois, on suit toujours une équipe de la brigade criminelle, mais cette fois-ci à Versailles, il n'y a que des hommes. Et pour moi, c'était un défi parce que je voulais être crédible. Je trouve que c'est pas toujours évident quand on est une femme de mettre des héros masculins parce qu'on a toujours peur de partir dans les stéréotypes du mâle alpha ou pas. Et donc voilà, donc moi je ne voulais pas partir dans ce terme un peu pas grossier ou un peu catalogue revu et revu. Donc j'ai voulu faire des personnages modernes, en tout cas comment moi je les voyais. Et c'est vrai que d'avoir cette reconnaissance-là du public, d'un jury, qui était pour moi en plus mon premier prix littéraire, ça a été un... Bref, le jour où je l'ai reçu, j'ai pleuré. J'étais extrêmement émue, extrêmement touchée. Et en fait, on se dit, c'est l'aboutissement quand même de pratiquement 6 ans de travail. Et de se dire que voilà, justement, on a pris un risque et ce risque a été entendu. C'est la plus belle récompense, quoi. Le prix Cognac, c'était... voilà, c'est une belle récompense, effectivement. Une très belle récompense, exactement. Eh bien, en tout cas, merci à toi. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent et je te les poserai dans quelques instants. Parce que justement, il y a eu aussi un autre roman qui avait été récompensé, qui a été le Grand Prix Iris Noir, qui là aussi est un très grand prix, on le voit, Bruxelles 2023, pour son livre Quand tu ouvriras les yeux, toujours chez HarperCollins. Oui, tout à fait. Oui, et là, pareil, c'était une très belle surprise parce que je me souviens qu'à l'époque, la sélection était quand même très rude. Il y avait des très beaux auteurs en face de moi. Et je me souviens que la veille encore, j'étais à l'hôtel avec un autre auteur qui était aussi en lice avec moi et qui, lui, était dans le prix découverte. Et on se disait tous les deux, non, mais nous, on n'a pas gagné, c'est pas possible. Et en fait, lui a gagné le prix découverte Iris Noir et moi, j'ai gagné le Grand Prix. Donc, on s'est regardé comme deux gros bêtas ce jour-là quand on a reçu le prix parce qu'on n'y croyait pas. Et oui, pareil, une belle récompense, et là en plus du public belge. Et puis pareil, là c'était un thriller psychologique. Dans ce livre-là, j'aborde un sujet de société qu'on appelle le michotonnage. Donc c'est la prostitution chez les adolescents, mais choisie et assumée. Donc ça a été beaucoup de recherches, beaucoup de documentation. Donc pareil, un gros travail derrière en psychologie et je voulais pas dire n'importe quoi. Et donc voilà, et donc le fait que ça a été entendu, pareil, c'est une belle récompense. Et puis, et c'est vrai que c'est un livre qui encore interpelle les lecteurs, parce qu'il commence en fait par une jeune fille donc qui se fait agresser et qui tue son agresseur et qui demande à sa maman d'aller cacher le corps pour elle. Et donc voilà, donc en fait à chaque fois qu'on lit ce livre en tant que parent, on se dit et moi à la place de la maman, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà. Donc à chaque fois, ça invite à un dialogue, à une conversation et à une remise en question du lecteur. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Et puis, je rappelle qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, donc Petroni Rostagna, auteur. On peut te retrouver également sur Instagram. Et tu as aussi un site internet. Oui, tout à fait. On peut te retrouver, voilà, www.petroni, cher Sonia, rostagna.com. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. On voit effectivement toute ta bibliographie et toute ton actualité. Pas mal de questions qui arrivent. Il y a une question de Frédéric, bonsoir, qui nous dit Petroni, comment avez-vous choisi d'écrire des polars? Ouais. En fait, c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'en fait, moi, j'ai découvert le plaisir de lire assez tardivement. Je dirais en sortant un peu de ma vie d'étudiante, vers 25-26 ans. Et en fait, ce que je dis souvent aux gens, c'est pas que je n'aimais pas lire, mais que je n'avais pas trouvé le genre qui me donnait envie d'aller en librairie, d'aller chercher un livre.
Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert le genre polar, ça a été une révélation, un vrai bonheur. Et donc, je me suis mis à lire. Et encore aujourd'hui, je ne lis que ça. J'ai essayé d'autres genres, mais je n'y arrive pas. C'est toujours ça qui me fait vibrer, c'est toujours ça qui me porte. Et donc, quand j'ai voulu commencer à écrire, c'était une évidence que j'allais me lancer dans ce genre-là, qui me parle beaucoup en tant que lectrice et que je trouve très riche parce qu'on peut écrire tellement de manières différentes, on peut tellement écrire des histoires tellement très différentes qu'en fait, vous voyez, au bout de 9 romans, je m'embête toujours pas et je n'ai toujours pas l'impression d'avoir écrit la même chose. Donc, tant qu'il y a encore cette envie, cette passion, je pense que je continuerai dans cette voie-là. Oui, parce qu'on rappelle que tu es avec nous ce soir pour nous présenter ce livre Oui. Sur leurs traces, donc d'où il faut se méfier justement de ce qui est gravé dans le marbre, c'est ce que tu dis. Justement, tu disais à chaque roman, tu prends autant de plaisir. Combien de temps tu l'as mis à écrire ce livre? Alors, bon, maintenant, je commence à me connaître un petit peu, j'ai mes petites habitudes. Globalement, je mets à peu près… alors, un vrai travail de fond, j'ai total 8 mois. En fait, pendant 2 mois, je ne vais pas spécialement écrire, mais il faut trouver l'idée. Et c'est pas toujours évident, justement, de se renouveler parce que je ne veux pas écrire toujours la même chose. Je veux pas… voilà, j'ai envie de m'amuser, en fait. Il faut que le livre reste un amusement. Il faut que je prenne plaisir à me mettre tous les matins derrière mon ordinateur. Donc, il faut que moi-même, l'idée de base soit forte et me porte. Et me donne envie, après, pendant 6 mois, de passer justement du temps derrière mon écran pour écrire. Donc, je passe à peu près 2 mois de recherche parce que les idées viennent plus ou moins facilement. Ça dépend des années. Il y a des années où en 15 jours, je vais trouver le thème et je vais avoir mon fil rouge qui va vite se développer de manière très naturelle. Et d'autres années où je vais être beaucoup plus de temps à trouver l'idée. Donc, je dirais 2-3 mois de recherche et après 6 mois vraiment d'écriture pure. Et après, il y a toujours une phase de repos, de relecture et de correction qui prennent aussi pas mal de temps. Parce que c'est vrai que quand on est beaucoup dans son texte, il y a peut-être des incohérences, surtout dans le policier, il faut faire très attention. Et donc, de temps en temps, c'est agréable aussi d'avoir un regard extérieur, d'où le travail de la maison d'édition, de son éditrice, du correcteur pour les fautes d'orthographe. Voilà, donc après, il y a un autre travail d'équipe derrière, de relecture et de retravail. C'est aussi très important. Justement, il y a une question intéressante de Dominique qui est avec nous. Bonsoir, qui nous dit: bonjour, pensez-vous avoir eu de la chance du fait d'avoir pu tout plaquer pour marcher dans le monde de l'édition? Oui, c'était à Paris. Alors en fait, ça s'est fait vraiment par étapes. C'est pas du jour au lendemain. En fait, là, j'ai présenté de manière un petit peu en résumé, mais il m'a fallu beaucoup de temps en fait pour me dire que j'étais écrivain. Donc j'avais, peut-être ce qui est très féminin, c'est un peu ce syndrome de l'imposteur. Donc quand on me disait mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'avais beaucoup de mal à dire que j'écrivais. Donc il a fallu quelques années quand même pour l'assumer pleinement. Et au départ, quand j'ai commencé à écrire mes premiers romans, je cherchais toujours un emploi en marketing en parallèle en me disant voilà, il faudra bien qu'à un moment je vive et je ne pourrais pas vivre de ma plume. Et en fait, j'ai un conjoint formidable qui m'a dit écoute Pétroni, laisse-toi 2 ans, focus à fond dans tes livres, concentre-toi là-dessus et puis tu feras le bilan dans 2 ans si ça t'amuse, si ça marche, si c'est toujours ça qui te porte. Et au bout de ces 2 ans, ça a commencé un peu à bien marcher. Et puis, il m'a dit, en fait, et ce qui était vrai, c'est un constat que je faisais aussi, il m'a dit, t'as jamais été aussi épanouie depuis que tu écris. Et c'est vrai, en fait, c'est une vraie passion. Et voilà, donc en fait, c'était une évidence. Donc voilà, donc, je ne dis pas que c'est facile tous les mois voilà, quand on est écrivain, mais c'est des choix de vie. Et puis après, voilà, avec mon conjoint, on forme une équipe. Et puis ça me permet moi aussi d'avoir beaucoup de temps pour mes enfants aussi à la maison. Donc il y a un bon équilibre, on va dire, de travail d'équipe comme ça. Eh ben, en tout cas, si ça peut te faire plaisir, il y a monsieur Philippe Pégu, si j'écorche pas, qui est avec nous, qui nous dit: quand tu ouvriras les yeux, on ne sort pas indemne. Ce roman est d'actualité. 10 000 adolescents se prostituent, un véritable fléau. Donc, ce livre dont tu nous parlais il y a quelques instants, qui a eu le Grand Prix Iris Noir. Et justement, il y a Laurent qui nous dit: bonsoir Laurent, qui nous dit: bonsoir Pétroni, parmi tous les romans que vous avez écrits, ils sont au nombre de 9, on le rappelle, est-ce qu'il y en a un qui est ton chouchou, si on pourrait appeler ça comme ça? Oui, alors celui qui vient d'être détrôné. Mais jusqu'à maintenant, mon petit chouchou, c'était justement J'aurais aimé te tuer. Alors, pas du tout parce qu'il a eu le prix Cognac, mais parce que je trouvais qu'il était le plus abouti, parce que c'était le 6e. Donc, au début, je trouve qu'il y avait quand même peut-être des fautes, des redondances. C'est normal, plus on écrit, plus on s'améliore et plus on connaît son style et mieux on se connaît. Donc, je trouvais que le 6e était une sorte d'aboutissement. C'était pas une finalité, j'ai encore des progrès à faire, mais je trouvais qu'il représente bien mon univers. Voilà, je trouvais que c'est vraiment le polar. Et en plus, comme il n'y a pas de personnage récurrent, on peut vraiment me découvrir avec celui-là. C'est souvent ce que je dis dans le salon. Quand les lecteurs ne me connaissent pas et me disent lequel je dois prendre pour vous découvrir, c'est celui que je conseille. Parce que pour moi, il résume vraiment mon univers. Et j'avoue quand même que Sur leurs traces,
depuis, vient de détrôner Jérémy Teutué. Peut-être parce qu'ils se ressemblent un petit peu dans leur construction, que maintenant c'est le 9e. Donc pareil, il y a quand même eu une étape aussi d'écriture et de style entre le 6 et le 9e. Et je ne sais pas, sur leur trace, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. Donc pour le moment, c'est celui-là. Après, il sera peut-être détrôné dans 3-4 ans par un prochain. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a vu le lien passer. On peut te suivre vraiment sur ton site internet et les réseaux sociaux. Et justement, ce livre que tu viens nous présenter ce soir, Sur leurs traces, il y a une bande-annonce. Alors, je sais que Sonia est friande des bandes-annonces. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir cette bande-annonce et ensuite, on accueillera Sonia pour la chronique. Voilà, donc sur leurs traces, donc chez HarperCollins, donc de Petroni, où tu le dis effectivement qu'il faut se méfier de tout ce qui est marqué dans le marbre. Est-ce que en 2-3 mots, tu peux nous présenter ce livre et ensuite on accueillera Sonia pour la chronique? Oui. Alors en fait, je dirais que c'est un mélange de thriller psychologique et d'enquête criminelle. En fait, on va suivre Jérémy Bouscara, donc, qui est infirmier urgentiste à l'hôpital Lariboisière, et qui a une vie un peu difficile, Jérémy, parce qu'il est veuf. Il a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture il y a 7 ans. Et aujourd'hui, il ne survit que grâce à son travail d'urgentiste. Donc un soir, il se fait une pause cigarette sur le parking, il est à peu près 1h du matin, et en fait, une voiture arrive en trombe et en sort une femme en état de stress absolu qui hurle en disant « On a tiré sur mes enfants, on a tiré sur mes enfants ». Jérémy, bien sûr, dans ses réflexes, ouvre directement la portière, s'empare d'un des enfants, pendant qu'une autre équipe prend en charge le deuxième enfant. Et en fait, Jérémy perd cet enfant en salle d'opération. Vous imaginez dans quel état il est. Il y rencontre, en fait, entre-temps, les enquêteurs. Donc, mon héroïne qui revient sur le devant de la scène, Alexane, parce qu'il faut savoir qu'en France, et dans beaucoup de pays, en fait, dès qu'il y a une blessure par balle, l'hôpital est obligé de prévenir le procureur qui lance une enquête criminelle. Donc, les flics arrivent sur place. Et en fait, ce qui va dérouter en fait les enquêteurs, déjà c'est toute cette histoire-là, ces enfants-là, etc. Sauf que la maman qui est venue aux urgences, en fait, a disparu. Elle s'est évaporée, elle a abandonné ses voitures, elle a abandonné ses enfants. Ils n'ont aucune identité, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et l'enquête démarre comme ça. Voilà. En tout cas, c'est un livre à découvrir. Et comme le dit très bien Jérôme Loubry, qu'on connaît très bien dans cette émission, qui nous dit une fois de plus, Petroni Rostagna nous prouve son talent et sa maîtrise du suspense, une réussite. Et ce que je te propose, c'est d'accueillir Sonia Robinard pour la chronique. La chronique. Bonsoir Sonia. Notre chère amie Sonia Robinard, qui voit encore, j'imagine, sa palle s'agrandir. Oh non, mais c'est une horreur. Une catastrophe. Et bien justement, Sonia, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cette émission que tu es la chroniqueuse de cette émission et que tu vas nous faire une chronique de ce livre Sur leurs traces aux éditions HarperCollins. Nous t'écoutons. Quand un passé douloureux refait 7 ans plus tard, dans d'étranges circonstances, il y a de quoi devenir fou. C'est ce qui va arriver à Jérémy, infirmier en bloc opératoire, une nuit alors qu'il est de garde. Lui qui a perdu sa femme et sa petite fille de 3 ans dans un accident de voiture 7 ans auparavant, va devoir faire preuve de sang-froid lorsqu'une mère arrive aux urgences avec ses 2 enfants blessés par balle. Les enfants sont pris en charge. La mère en profite pour se faire la malle. Intrigant, dérangeant, le personnel médical et les forces de l'ordre ne comprennent pas ce geste. Pourquoi est-elle partie ? A-t-elle quelque chose à se reprocher ? Alors qu'une enquête est ouverte, l'infirmier, quant à lui, va mener sa propre enquête, mais c'en est une personnelle. L'enquêtrice Alexane va devoir faire preuve d'intelligence, de subtilité et de patience pour résoudre cette enquête passionnante avec l'aide de son équipe. Pour Jérémy, la vérité qu'il recherche
va lui donner des sueurs froides, des questions en pagaille et peu de réponses. Arrivera-t-il au bout de sa quête? Et Alexandre, arrivera-t-elle à mettre enfin la main sur la mère de famille? À eux deux, arriveront-ils à comprendre le pourquoi que l'on pose tout au long de notre lecture? Avec ce roman, Petroni nous plonge dans une lecture addictive et peu commune. Plus on lit, et plus on se pose de questions, et cela jusqu'au dénouement final. Avec sa plume fluide et perçante comme une balle, c'est en plein cœur qu'elle m'a touchée. Un tir parfait à balles réelles qui a fait mouche. Un thriller écrit d'une main de maître. Merci. Merci à vous pour ce moment de lecture. Merci beaucoup. Je connaissais Petroni que de nom sur les réseaux sociaux et de ça. Je n'avais jamais eu l'occasion de le dire. Et franchement, je ne suis pas déçue. Donc, c'est pour ça, je pense que ma palle va un petit peu augmenter encore. Désolée. Je vous enverrai mon banquier s'il n'est pas content. Oui, voilà. on fait ça. On fait ça. Voilà, Avec plaisir. Merci, Voilà. merci beaucoup, Sonia. Il y a Philippe qui dit: Bonsoir Petroni, j'admire votre désarmante spontanéité et votre passion que vous transmettez à vos lecteurs. Donc vraiment, merci beaucoup, Philippe. Tu disais, enfin, tu l'as dit dans une dédicace, tu disais: les disparus laissent toujours une empreinte, encore faut-il avoir le courage de suivre leurs traces jusqu'à la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire par cette phrase? En fait, pour moi, ça résume parfaitement ce que va vivre Jérémy, donc le héros masculin de ce livre. C'est-à-dire que voilà, lui, il vit avec la perte de sa fille et de sa femme depuis 7 ans. Et en fait, ce qu'on n'a pas dit, mais je peux le dire assez vite parce qu'on le sait dès le premier chapitre du roman, Jérémy, en fait, donc, perd un des enfants touché par balle sur la salle d'opération. Et donc, pour se remonter le moral, va aller voir l'autre enfant qui, lui, par contre, a été sauvé. Et en fait, cet autre enfant est une petite fille qui a 10 ans. Et en fait, Jérémy a l'impression que dans les traits de cette petite fille, il retrouve sa fille disparue, mais 7 ans plus tard. Alors, évidemment, on peut se dire, il hallucine, c'est le stress, c'est la fatigue, c'est peut-être un espoir fou de dire que sa fille n'est pas morte. Donc, il part dans une quête complètement folle, et il part avec cette idée-là, et à partir de cette idée-là, il va plus rien lâcher, il essaie de comprendre qui est cette petite fille. Voilà, donc après, je ne vous dis pas la fin, mais... et en fait, ça résume exactement son état d'esprit. C'est qu'il se dit, bah voilà, il disparu, doit laisser une empreinte. Et jusqu'à où? Parce qu'il va devoir faire pas mal de sacrifices pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui c'est cette petite fille, est-ce qu'ils ont un lien ou pas du tout. Et justement, pour découvrir la vérité à la fin du livre. Et en fait, ça résume, pour moi, exactement la quête de notre héros principal du roman. Et c'est pour ça que j'ai grogné, excuse-moi Flo, quand il va voir son beau-père, son ex-beau-père. Là, j'étais pas contente après vous. Faut pas le dire. Non, mais j'étais pas du tout contente après vous. Judith, alors. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses et que ça part un petit peu dans tous les sens. Mais ça reste assez clair. On suit quand même bien les petites étapes. Ouais. En tout cas, il y a un personnage récurrent qu'on retrouve justement dans ce roman, qui est Alexandre Laroche. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage? Alexandre, c'est ça. Alexandre Laroche, c'est ça? Oui, d'accord. Exactement. Alexandre Laroche. Alors, en fait, Alexandre, je l'ai créée il y a maintenant pratiquement 10 ans. C'est mon tout premier roman avec elle. Et en fait, Alexandre, elle a vraiment une histoire parce que c'est une réaction de lectrice. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, en tant que lectrice, je trouvais qu'il y avait beaucoup de héros masculins. Alors, c'était pas un problème de féministes, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de héros tout court, en fait, dans les romans policiers, qui avaient tous des vies personnelles détruites, qui étaient tous plus ou moins alcooliques, drogués, divorcés, qui parlaient plus à leur enfant, s'ils en avaient, ou la femme s'était fait tuer par un serial killer. Enfin bref, ils avaient tous ce côté un peu Olivier Marchal, très noir, où en gros, il n'y a que le boulot, il n'y a pas d'autre vie à côté. Et je me suis dit, moi, j'aimerais bien changer un petit peu, proposer autre chose, sortir un peu ce schéma un peu classique. Donc j'avais l'impression que c'était un peu le schéma classique. Et en fait, j'ai créé pour moi l'antithèse. Donc, j'ai créé Alexandre, qui au contraire, elle, a 40 ans, est mariée depuis 20 ans avec un avocat pénaliste qui s'appelle Charles. Alors, évidemment, la vie de couple n'est pas parfaite. Ils ont eu des crises. Il y a eu plus ou moins un pseudo-divorce, réconciliation, etc. Donc, en effet, c'est pas bisounours non plus. Mais on va dire que j'ai voulu décrire une femme moderne, donc il y a 2 enfants adolescents avec qui ça se passe bien. Donc après, Alexandre dirige un groupe d'hommes. Donc pareil, il faut qu'elle ait elle les dirige de manière assez ferme, mais il y a une vraie solidarité, c'est une vraie famille. Et en même temps, donc en fait, c'est une femme moderne, donc elle essaie de concilier sa vie de femme, de maman, de commandant,
Et dans le roman, en fait, on suit ces 3 aspects. Et je trouve, pour ma part, quand j'ai commencé à écrire, quand je m'identifiais vraiment à cette héroïne, en fait. Et je trouvais que dans les autres polars, c'était pas toujours le cas. Donc voilà, j'avais besoin de m'identifier au personnage, en fait. Comme ça, voilà, c'est comme ça qu'elle est née. Et elle est attachante en plus. Moi, je sais que c'est le seul livre pour l'instant que j'ai lu. Et j'ai hâte de lire ceux d'avant aussi pour la découvrir plus. Voilà. Mais je la trouve très attachante. Et c'est vrai que, effectivement, une femme moderne qui a de la poigne et qui sait ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et c'est ça qui fait du bien aussi de temps en temps. Je trouvais. Et puis c'est vrai que comme elle a plu et que j'avais encore pas mal de choses à raconter avec elle, et ben aujourd'hui, sur leur trace, c'est le 5e roman avec Alexandre. Voilà. Merci en tout cas. Merci Sonia pour cette chronique. Et justement, il y a une question intéressante justement de Laurent qui nous dit « Petroni, vous inspirez-vous de ce que vous lisez en termes de style, de suspense pour écrire vos romans ?» Alors, je pense qu'inconsciemment, oui, parce que je reste une grande lectrice. Et je pense qu'en effet, plus on lit, plus inconsciemment on apprend les tournures de phrases, de grammaire, le vocabulaire, on enrichit son vocabulaire. Donc je pense que oui, évidemment, inconsciemment, et on en a tous besoin. Moi, j'ai besoin de progresser et je progresse grâce à mes lectures. Donc ça, c'est une évidence. Après, je pense qu'au final, on a chacun notre style. Moi, je sais que je connais mon style, c'est toujours le même. C'est ma marque de fabrique. Et je pense que c'est important de le garder parce que je ne voudrais pas, c'est ce que je dis, quand on lit un Petronio Sagna, on veut un Petronio Sagna. Quand on lit un Jérôme Aubry, on veut lire quelque chose de complètement différent. Et on ne veut pas du Petronio Sagna, on veut du Jérôme Aubry. Et pareil pour plein d'autres auteurs de polar. Et donc, c'est très bien, je trouve que justement, on est chacun des styles très différents. Parce que sinon, on a l'impression de dire toujours la même chose. Mais en effet, c'est un travail constant et beaucoup, beaucoup de lecture. Et de temps en temps, ça m'arrive de prendre des petites notes parce que je trouve qu'il y a une phrase qui est très bien écrite. Je suis un peu jalouse parce que je me dis, j'aurais bien voulu faire pareil. mais bien sûr, oui, il faut continuer à lire pour s'améliorer. Pour moi, c'est très important. J'aurais une question juste. Excuse, Flo. J'aurais juste une question justement. Si vous deviez choisir un livre parmi tous ceux que vous avez lus, lequel vous auriez aimé écrire? Sans hésiter, mais c'est Alex de Pierre Lemaître. Qui pour moi est là-haut, très très là-haut. Ouais. En termes de plumes, d'intrigue, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Merci à toi. Et justement, en un mot, comment tu expliquerais ce plaisir d'écrire du polar? Parce que tu disais que tu ne te voyais pas écrire autre chose. Ouais. Comment tu expliquerais Non, alors déjà, j'aime le fait de raconter des histoires. Déjà, ça c'est la base. J'ai envie de dire, tout écrivain, c'est raconter une histoire. Donc ça, j'aime bien. Ce côté, partir d'une feuille blanche où tout est permis et on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, j'adore. Après, moi, ce que j'aime, c'est la rigueur du polar. Et c'est impressionnant quand je me relis. Et de temps en temps, je me dis, mais page 52, j'ai dit ça. Alors, page 112, j'ai dit ça. Et de temps en temps, c'est une broutille. Mais je dis, le lecteur de polar, cette broutille, il ne va pas la louper. Il ne va pas me louper, il va la voir. Donc, en fait, il va la voir. Et ce qui est normal. Plus on lit du polar, plus on est exigeant et plus on voit tout. Et en fait, c'est cette gymnastique d'esprit, justement, de distiller des indices au fur et à mesure, en donnant ce qu'il faut, mais pas trop, et trouver ce dosage, justement, et pour moi, c'est pas des mathématiques, mais c'est une logique intellectuelle que je trouve passionnante. Parce que justement, il y a un challenge derrière, une sorte d'équation. C'est-à-dire qu'il faut pas donner la solution trop vite, il faut pas la donner trop tôt ni trop tard non plus, pour pas frustrer le lecteur. Mais il y a toute une mécanique à mettre en place intellectuelle qui, pour moi, m'amuse de romans et de romans encore. Et à chaque fois, comme histoire différente, la mécanique doit être différente, donc la méthode doit être différente. Donc voilà, donc je m'amuse. Donc j'ai pas l'impression justement d'écrire toujours la même chose. D'accord. René, qui est avec nous, bonsoir René, qui nous dit « Petroni, vous avez l'air très douce, comment faites-vous pour vous transporter dans un univers du polar ?» Déjà, c'est faux. Je suis pas douce. Non, en fait, pour moi, c'est ça qui est sympa, justement, quand j'écris. C'est ce que je dis. En fait, moi, je vis un peu mon métier d'écrivain comme si j'étais une actrice. C'est-à-dire que quand je mets ma casquette d'écrivain, je ne suis plus la maman de 3 enfants, je suis plus Petroni Ostania avec mes copines et ma famille. Je deviens vraiment la casquette auteur. Et la casquette auteur, elle peut faire ce qu'elle veut, elle s'éclate. Donc elle tue des gens, elle les défend quand elle devient avocate, elle devient flic. Et comme une actrice en fait, qui change de rôle à chaque film. Et je trouve ça extrêmement jouissif. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai créé une héroïne qui s'appelle Pauline Carré, qui est avocate, qui est une sorte d'avocate d'expert.
J'adore ce personnage parce que justement, elle fait tout ce que moi, je n'oserais pas faire dans la vraie vie. Et donc, c'est une sorte d'exutoire. Et donc, pour moi, c'est pas que je suis schizophrène quand j'écris, mais voilà, je cloisonne, quoi. Voilà, ma vie perso, c'est moi, mais quand j'écris, je permets tout mon côté sombre sort. Qu'est-ce qu'elle dit, ta famille, justement, là-dessus? Comme tu disais tout à l'heure en début d'émission, entre guillemets, même si ça a été progressif de tout quitter pour te lancer dans cet univers du polar, même si tu dis que ton conjoint t'aide beaucoup, comment ils réagissent dans ta famille? Alors, il y a plusieurs réactions. Ceux qui m'ont vraiment plus encouragée dans un premier temps, ce sont mes parents, qui avaient lu mes 70 premières pages de mon tout premier roman à l'époque. Et mon père est un grand lecteur. Et il lit de tout. C'est un homme très cultivé. Et donc, j'attendais sa critique avec beaucoup d'importance pour moi. Et il m'a dit, fonce. Il m'a dit, fonce. Il m'a dit, il y a quelque chose. Bon, tout n'est pas parfait, hein, il y a encore du boulot, mais fonce, il y a quelque chose. Et ma maman, à l'époque, m'a dit pareil. Elle m'a dit, écoute, l'intrigue, il y a 70 pages, je les ai pas vues. Voilà, il faut que tu fonces. Donc, les parents ont été hyper encourageants. Alors, ce qui est amusant, c'est que mon conjoint ne lit pas. N'aime pas du tout le polar. Donc, il lit quand même les romans de sa femme. Hein. Voilà, quand même. Donc, il lit un roman par an. C'est le mien. Mais voilà, c'est amusant parce que justement, on n'évolue pas du tout dans le même univers. C'est-à-dire que moi, je bouffe du fait divers. J'écoute 3-4 podcasts par jour de faits divers. Je me fais que des séries noires. Je me nourris en permanence de lecture, voilà, de podcasts et de séries. Et noires. Et mon mari déteste ça. Il est très pretty woman. Donc, c'est amusant parce qu'on n'est pas du tout raccord. mais heureusement, il y a l'amour. Heureusement. Non. Voilà, heureusement, il y a l'amour. Et il voit quand je suis pas mieux. Donc, il comprend pas. Il comprend pas d'où je sors, toute cette noirceur. De temps en temps, ça fait un peu peur. Mais en même temps, il voit que je suis heureuse. Et puis, bon, il voit très bien que dans la vie personnelle, je reste toujours cette jeune femme douce qu'il a connue. Heureusement. Voilà. Mais ce qui est amusant, c'est que j'ai une petite fille qui a 9 ans, que j'ai appelée Alexandre, comme mon héroïne. Donc, on verra si elle me fait 15 ans de psychanalyse plus tard. Et donc, elle ne m'a pas lu, hein, parce que 9 ans, c'est quand même encore un peu jeune. Mais de temps en temps, elle écoute quand même ce que je raconte aux gens. Donc, elle sait un peu de quoi parlent mes romans. Et un jour, au petit déjeuner, elle me regarde, elle me fait mais maman, pourquoi tu tues des enfants toujours dans tes romans? Et je me suis dit, ah oui, c'est comme ça. Et alors, on en reparle. Que ça soit une enfant de 9 ans et en plus ta fille qui te pose ce genre de questions, est-ce que tu t'es dit, ah oui, effectivement, je vais trop loin, ou est-ce que tu t'es dit, au contraire, je fonce? Non, je me suis dit que en fait, je ne me rendais pas compte. Après, je pense que dans tous mes romans, je ne tue pas des enfants. Mais c'est vrai que la famille est souvent au cœur de mes romans, parce que je trouve que c'est toujours des sujets passionnants. Non, je me dis qu'en effet, non, je me suis amusée. J'ai dû faire une petite blague pour détendre l'atmosphère au petit déjeuner à ce moment-là. Et par contre, après, j'avais plaisir, parce que j'ai mon fils par contre aîné qui commence à me lire, lui qui a 15 ans, donc un regard critique, mais on va dire un peu plus mature sur mon écriture. Donc, par contre, j'aurais plaisir plus tard à discuter avec elle et avec eux de tout ça, et peut-être qu'ils adoreront ou pas mes romans ou le genre policier. Hein. Ça, j'aimerais partager ça avec eux. Ouais. Par contre, ce qui me fait plaisir, et c'est là que je vais lâcher une grande pipette, pardon, c'est que je leur ai donné le goût de la lecture. C'est-à-dire que, quel que soit leur âge, chacun a une lecture adaptée à son âge, mais ils ont des tonnes de livres. Et la dernière chose qu'ils font avant de faire dodo, c'est qu'ils prennent un livre. Et moi, ma petite fille, elle va à l'école, il est 7h30 du matin, elle a un livre dans la voiture parce qu'elle ne veut pas perdre une minute de lecture. Donc ça, j'en suis très fière. Ouais, j'en suis très fière. En tout cas, merci à toi. Voilà. Donc, on rappelle effectivement que tu es avec nous pour ce livre Sur leurs traces aux éditions Harper Collins, donc la catégorie noire. Sonia, j'ai vu que tu avais une question à poser. Oui, je demandais, je me suis trompée de souris parce que je suis en panne de l'eau. Je voulais savoir si vous regardiez justement des émissions telles que Faites entrer l'accusé ou Crime pour vous donner quelques idées, des petites choses que vous pourriez piocher dedans. Voilà. Oui, beaucoup. Et en fait, sur leurs traces, quand tu ouvriras les yeux, j'aurais aimé te tuer par tous de faits divers réels. Complètement remanié à ma sauce. Mais c'est parti de faits divers qui m'ont marqué.
Et j'ai trouvé justement le point de départ de ces faits divers était tellement fort que j'ai voulu en faire un livre. Après, ça n'a rien à voir, hein, le reste. Mais il y a toujours dans ces 3 romans un détail d'une affaire existante. Donc oui, ça me nourrit énormément. Et je vous comprends tout à fait au niveau des enfants. Mon fils, quelquefois, quand je raconte mes lectures, il fait « Maman, quelquefois, tu me fais peur. » Il suffit de voir ton décor derrière toi pour bien comprendre que tu n'es pas dans un monde normal, effectivement. Et encore, je cache un petit peu parce que je sais que Séraphine, sinon elle flippe en coulisses quand elle voit mes petites chevilles, des choses comme ça. Voilà, ou celui-là aussi, elle l'aime pas non plus, celui-là. Donc, voilà, c'est vraiment l'univers du polar thriller, mais un peu flippant quand même. Bien noir. Petroni, si je me trompe, donc récompensé par le prix Cognac 2022 pour J'aurais aimé te tuer, et par le prix Iris Noir Bruxelles pour 2023 quand tu ouvriras les yeux. Tu participes à l'adaptation audiovisuelle? Alors, oui et non. En fait, il y a eu plusieurs options qui ont été mises sur mes romans, qui n'ont pas encore abouti. Donc là, c'est en cours. Il y en a d'autres entre-temps qui sont en train d'arriver aussi pour d'autres romans. Après, c'est un univers, moi, que je découvre qui est très long. Il faut être extrêmement patient parce que, voilà, il faut un producteur, mais il faut aussi un distributeur, un scénariste, un réalisateur. Il faut que tout le monde se mette d'accord. Donc, ça peut prendre des mois, voire des années. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu encore il y a eu des options, ce qu'on appelle des options, c'est-à-dire que des producteurs se sont intéressés au roman, l'ont pris, ont commencé à écrire ce qu'on appelle des bibles, en fait, des documents commerciaux pour les vendre. Il y a eu quelques touches à droite à gauche, mais qui n'ont pas encore abouti. Après, mon objectif à terme sera, en effet, j'aimerais participer à fond à l'écriture. J'ai déjà eu l'occasion de le faire pour une Bible. J'aimerais, à terme, en faire un peu une double casquette, être écrivain-scénariste. Mais voilà, ça se fait pas en 2 secondes. C'est un métier un peu à part, avec des codes différents qui s'apprend. Donc là, pour l'instant, je m'entoure de personnes pour apprendre. Et j'espère, à terme, pouvoir avoir ce double métier. Voilà, donc ça, c'est un objectif, un challenge que je me mets pour les prochaines années. Petroni, la fonceuse, quoi. Ouais. Après, je sais pas si ça va marcher. En tout cas, j'essaye. Voilà. Eh ben, on te le souhaite, en tout cas. On te le souhaite et tu sais que tu reviendras dans cette émission nous parler de tous ces nouveaux projets. Tu es ici chez toi. Il y a pas mal de questions qui viennent et essentiellement des questions de Laurent. Alors, j'essaye de prendre un petit peu les questions dans l'ordre qu'elles arrivent. Laurent qui nous demandait, pourriez-vous vous reconnaître dans un de vos personnages? Alors, oui, non. Alors, j'ai réussi Alexandre quand même, parce que je pense que c'était ma première héroïne. Et c'est vrai que quand on est jeune auteur et qu'on débute, c'est vrai que quand je prends La Fée Noire, il y a énormément de choses personnelles que j'ai mis dans ce premier roman, en termes de lieux, de prénoms, de petites anecdotes comme ça, à tel point que ça a fait un peu peur à mon entourage au début, parce que certains personnages, en fait, se sont reconnus dans les personnalités que j'avais mises, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, Alexandre, je pense, oui. Après, bon, voilà, on n'évolue pas de la même façon. Mais Alexandre est celle qui me ressemble le plus. Pauline, je dirais que c'est ma face sombre. C'est ma deuxième héroïne qui est avocate pénaliste et qui est dans 3 romans, qui elle est un peu Dexter, hein, donc il ne faut pas suivre sa voie. Mais Pauline, elle a ce côté fonceuse, comment dire, qui est au-dessus des lois, qui est très tranchée, très noire et en même temps très attachante. Et ça, c'est peut-être une part de moi qui a pu évoluer si j'avais eu une autre vie, mais je pense qu'au final, en fait, c'est ce que je me dis souvent, c'est que quand on écrit, il faut être sincère. Parce que si nos livres ne sont pas sincères, je pense que le lecteur le ressent et il n'y a pas ce lien qui se fait entre l'auteur et ses lecteurs. Et donc, je pense qu'inconsciemment, de toute manière, on met tous une part, quoi. J'imagine, en tout cas, c'est mon cas, quand on est auteur, on met toujours une part de soi dans ses romans. Voilà, toujours. Dans la manière dont on va réagir un personnage, comment on présente la fin. Voilà, moi, je le dis souvent, en temps, je pleure quand j'écris certains de mes chapitres, parce que je me mets à la place de mes personnages et je me dis, moi, à leur place, voilà comment je le vivrais. C'est atroce, j'écris le roman, c'est quoi, le chapitre, c'est hyper dur. Mais voilà, je me dis, c'est moi, là, je suis en train de mettre mes tripes dans le chapitre. Et voilà, ça, c'est beau aussi, quoi. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, quand tu parles de Pauline, Pauline Carrel, Philippe nous dit Pauline Carrel, non, elle me rappelle trop mon binôme de la faculté de droit, une fille adorable, cultivée, qui devenant avocate est devenue son contraire. Ouais. Voilà, merci Philippe. Est-ce qu'il y a des scènes de tes romans qui t'empêchent parfois d'avoir un sommeil apaisé, Petroni? Non, jamais. Et pareil, quand je regarde des séries, que je lis des livres qui sont plus durs que les miens, ça me fait absolument rien. Ça ne m'empêche pas de dormir. Après, ça peut me faire réfléchir.
Non, après, je sais qu'il y a des scènes. En fait, moi, mes romans, je trouve, mais bon, après, voilà, un grand lecteur de polar va vous dire, et je l'entends, que mes romans ne sont pas durs. C'est pas sombre. Il n'y a pas de violence gratuite. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout le genre polar pourra peut-être de temps en temps être choqué par une scène. Voilà, après, je pense que ça dépend de son degré d'ouverture au genre. Mais je pense pas que je sois qualifiée dans le genre polar d'être la plus dure dans mon écriture. Parce que j'aime pas la violence pour la violence. Donc les seuls chapitres qui sont durs pour moi, qui ont été durs à écrire, et encore il y en a un qui a été censuré parce que je l'avais fait beaucoup plus noir. Bon, je pensais t'épargner. Et on m'a dit non, tu vas trop loin, faut que t'arrêtes. Parce que c'était nécessaire. Voilà. Donc je mets de la violence que quand ça apporte en effet une pièce importante du puzzle pour comprendre la suite. Par contre, une scène par principe ne m'intéresse pas. Donc je la mets pas. Par contre, je la sous-entends. Et le lecteur est suffisamment intelligent pour comprendre en gros qu'est-ce qui s'est passé derrière la porte. J'ai pas besoin de lui en rajouter une couche. Voilà. Donc moi, les scènes noires, en plus, je trouve que c'est assez dur à écrire. C'est pas facile à écrire pour rester crédible, pour pas justement aller dans le pathos. C'est comme les scènes érotiques. On n'en parle pas toujours dans le polar, mais je sais que moi, j'en mettais au début dans mes romans. C'est très, très dur d'écrire une scène érotique. Donc maintenant, j'en mets plus. Et je sais que mes copines me les réclament. Et je leur dis, mais prends un bout de papier. Vas-y, fais le défi d'en écrire une. Tu verras, c'est super dur. C'est vrai que ça doit pas être facile, effectivement. Non, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. oui. Donc, voilà. Donc maintenant, je chute, je zappe. Je ferme la porte et puis les gens imaginent. Voilà, effectivement, des fois, c'est mieux. plus Donc, simple. on rappelle effectivement que tu es avec nous pour ce livre Sur leurs traces aux éditions HarperCollins. Ce que je vous propose juste avant d'écouter l'extrait de Marie, c'est de revoir cette bande-annonce parce qu'en plus, elle est bien faite. On met bien dans l'ambiance du livre. Bien Et noir. ensuite, on écoutera l'extrait de Marie qui, elle aussi, a mis une petite ambiance. On écoute. Voilà donc pour cette bande-annonce hein, qui est bien Ouais. prenante. Et je voulais justement avoir l'avis de Sonia qui est, je le sais, elle adore les bandes-annonces. Ah, j'adore. Sonia. Franchement, là, je revois tout le début du livre et j'attends la fin pour savoir le dénouement. C'est, non, mais franchement, j'aime bien tout ce qui est bande-annonce comme ça. Et celui-là, celle-ci est super bien faite et ça met carrément dans l'ambiance. Ouais, et ben en tout cas, effectivement, non à la violence gratuite dans les livres de Petroni, que du réel. Il n'y a pas de violence gratuite dans les polars. Je crois que les lecteurs apprécient aussi cela chez Petroni, nous dit les commentaires. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter l'extrait de Marie. Marie Méran présente un roman de Pétronille Rostagna, Sur leurs traces, aux éditions HarperCollins Noir. Son dos, ses bras, ses mains, tout son corps le faisait souffrir. Jérémie déposa le pied de biche sur le soubassement de la pierre tombale, puis retira ses gants. Ses paumes rougies par l'effort le démangeaient. Épuisé, il ne pouvait pour autant se permettre de s'éterniser. 1 heure qu'il s'activait à déplacer centimètre par centimètre ce bloc de pierre taillé dans du granit en toute illégalité. Comment un homme pouvait-il en arriver à profaner la dernière demeure de sa fille et de sa femme? Jérémie ne pouvait l'expliquer de manière rationnelle. Un événement avait perturbé sa vie quelques jours auparavant, créant un raz-de-marée dans ses certitudes. Depuis, plus rien n'avait d'importance. Seul un besoin viscéral de comprendre guidait ses pas, et l'une des réponses à ces questions se trouvait là, à quelques centimètres sous terre. Jérémie frotta son front dégoulinant de sueur. Éclairé par les faibles rayons de la lune, le cimetière de Pantin
s'étendait devant lui sur plusieurs centaines de mètres, une succession de stèles, plus ou moins anciennes, marquant pour la plupart d'entre elles des tombeaux de soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Jérémie ferma les yeux. Le silence, rien que le silence de la nuit et le battement de son cœur tambourinant dans ses oreilles. Il était fou d'agir ainsi, mais ne pas savoir était plus destructeur encore. Déjà 7 ans. Une seconde avait suffi, une toute petite seconde, pour que son existence bascule dans l'horreur. Hélène avait perdu le contrôle de la voiture, emportant dans son sillage mortel la vie de leur unique enfant, Zoé. Et depuis, le néant. Ce jour-là, il n'avait pas seulement enterré sa femme et sa fille, une partie de lui s'était envolée avec elle. L'idée de les rejoindre lui traversait régulièrement l'esprit, mais le courage lui manquait pour franchir le pas. Une brise légère lui insuffla une énergie nouvelle. Jérémie remit ses gants, saisit le levier métallique qu'il positionna sous la pierre tombale. D'un geste ferme, il souleva le bloc et inséra un bout de bois dans la fente. Après de longues minutes à réitérer ce procédé, le couvercle de granit s'ébranla pour glisser sur le côté. Jérémie sortit son portable, actionna la lampe torche. La lumière crue fit apparaître un cercueil en hêtre de petite taille, recouvert d'une fine couche de poussière. Sur la plaque dorée, le nom et le prénom de sa fille éclaboussèrent ses rétines. Jérémie recula, effrayé par l'acte qu'il s'apprêtait à accomplir. Mais merde, qu'était-il en train de faire? Il se mordit le poing pour ne pas hurler. 1000 questions s'entrechoquaient dans sa tête. Qu'était-il venu chercher? Il était encore temps de faire marche arrière, de replacer le bloc de granit et de s'évanouir dans l'obscurité. Oui, mais ce revirement de situation impliquerait de repartir sans élément de réponse. Il ne pouvait passer une nuit de plus sans savoir. N'écoutant que son instinct, il s'approcha de la fosse. Le moment fatidique était arrivé. Un ultime geste à accomplir et ses doutes s'évaporeraient. Était-il prêt à en assumer toutes les conséquences? Il n'y aurait pas de demi-mesure. N'y tenant plus, Jérémie oublia toute raison et plaça le pied de biche sous la dernière pièce de bois qui le séparait du corps de son enfant. Un craquement fendit la nuit. Le couvercle du petit cercueil céda. Tremblant, Jérémie dut s'y prendre à plusieurs fois avant de réussir à allumer son téléphone. Il dirigea le faisceau lumineux droit devant lui. La messe était dite, la suite de sa quête ne serait qu'obscurité. Voilà donc pour l'extrait de Marie de ce livre Sur leurs traces de Petroni Rostagna qui est avec nous ce soir. Qu'est-ce que ça te fait, Petroni, d'entendre ton livre? Donc, c'est le premier chapitre dit par Marie. J'ai trouvé ça magnifique. En fait, j'ai trouvé que moi, je lis trop vite. Donc, je trouve que c'est une voix très posée. Elle pose le décor en douceur. On sent la tension qui monte. D'avoir pris le temps des effets sonores, j'étais complètement partie. J'étais partie. On ferme les yeux, on y est, on est avec Jérémie dans ce cimetière. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est noir? J'ai dit, mais qui a écrit ça? Eh ben, c'est toi. Voilà, ouais, ça fait bizarre en fait d'entendre. Mais c'était magnifique. Merci à Marie, effectivement. Et voilà, je vois tous les commentaires qui arrivent, effectivement. Il y avait, où c'est que j'ai vu? Alors, c'est la question de Dominique qui nous posait la question. Quand vous écrivez vos polars, est-ce que vous avez une antenne dans les commissariats pour vous aider? Alors, en fait, oui, non. En fait, je commence à avoir pas mal de réseaux. Donc, en effet, maintenant, dès que j'ai un point bloquant, j'ai 2-3 copains flics, juges, avocats, que je contacte tout de suite et qui ont la gentillesse de me répondre souvent dans la journée. Donc, en effet, voilà, dès que j'ai un point bloquant de procédure, et ça a été le cas sur leurs traces. J'ai mon amie que vous connaissez peut-être, quoi, sûrement, même pas peut-être, qui est aussi autrice, Ophélie Cohen, qui est auteur de polar, voilà, que tout le monde connaît, bien sûr, ici, et qui est flic aussi à côté. Et j'avoue que sur leurs traces, elle m'a dépanné à 2-3 reprises sur des points de procédure. Et sans elle, j'aurais pas réussi à avancer. Donc, je la remercie publiquement ce soir. Mais elle sait qu'elle m'a dit. Voilà, donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir des copains. Oui, il ne faut pas hésiter. Parce qu'en effet, moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas dans ce milieu policier au quotidien, ce n'est pas du tout ma formation initiale. Et comme je suis très à cheval sur le côté réaliste dans mes romans,
en effet, il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide et d'aller chercher l'info là où il y a l'info. Ouais. Et Alors, pourquoi ne pas aller 24 heures pourquoi ne pas aller 24 heures en garde à vue alors pour savoir ce que ressentent vraiment? Non, je l'ai fait. En fait, j'ai eu l'occasion en fait entre-temps d'aller visiter le 36 quai des Orfèvres. Voilà, j'ai fait une immersion en garde à vue pour un viol sur mineur. Je suis allée en cour d'assises assister à un procès. Voilà, donc si c'est ça, je le fais. Si c'est ça, je le fais en plus. Et justement, tu parlais d'Ophélie, qui fait aussi partie du même collectif que toi, et je vois effectivement René qui nous en parle. Tu fais partie du collectif Les Louves du Polar. Ouais. En plus, les Louves du Polar, en ce moment, ressortent du bois, hein, on le voit sur cette affiche où vous allez faire le tour des librairies françaises. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce collectif? Oui. Alors maintenant, les Louves, c'est à peu près 2 ans, voire un petit peu plus. On est à peu plus de 40 auteurs françaises de romans noirs à joindre les Louves, en sachant qu'on pourrait être une centaine. Hein. Il y a énormément d'auteurs françaises qui écrivent du noir et qui écrivent du très bon noir. Les Louves, en fait, c'est un constat. C'est un constat qu'en fait, justement, on était quand même très nombreuses aujourd'hui sur le marché à écrire et à être publiées, éditées, et peu nombreuses en fait en librairie. Très peu présentées en librairie par rapport au nombre de livres qu'on sortait par an. Et en fait, il y a eu 2 solutions face à ça. On s'est dit, soit on n'arrête pas de se plaindre et il ne se passe pas grand-chose, et puis sinon, on agit en bonne intelligence pour justement que ça change. Et donc, on a décidé de créer ce collectif des Louves. Alors, pas du tout en opposition avec nos collègues masculins, avec qui ça se passe très bien, avec qui on a des très bonnes relations et qu'on adore lire. Donc, il n'y a pas du tout d'opposition, je tiens à le préciser, par rapport à nos amis auteurs hommes. Mais c'était seulement pour dire, on est aussi avec eux à côté. Et puis, ce serait bien qu'on soit ensemble, représentés tous ensemble dans les libraires. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2 ans. En effet, là, quand on voit cette opération, il y a plus de 200 libraires qui nous suivent. C'est vraiment une très belle réussite. Après, il y a encore du travail, je vous avoue. Quand on voit certains libraires, certains salons, certains prix littéraires, certains éditeurs, on se dit qu'encore que la femme on a encore besoin, hélas, de sortir les crocs pour qu'on parle de nous, pour trouver un peu plus cet équilibre sur le marché qui n'est pas encore complètement représentatif. En tout Mais cas, même merci dans les pour- bibliothèques, hein. Dans les bibliothèques, oui, c'est pareil. Et j'en profite justement pour refaire de la pub. La bibliothèque de Briançon-Montfort, où je travaille entre parenthèses avec, je fais énormément de pub pour les Louves du Polar. Et de temps en temps, à chaque sortie, je dis, au fait, il y a un nouveau. Et maintenant, il y a tout un rayon dans la bibliothèque spéciale. Et c'est grâce à vous, en fait. C'est vraiment un travail de collectif, des libraires, des lecteurs, de nos lecteurs qui travaillent, des libraires qui entendent, des médiathèques, des professeurs de lycée. Voilà. C'est tout un ensemble qui fait qu'ensemble, en effet, chaque année, il y a des belles marches qui sont montées. Donc, merci à vous tous. Merci à vous. Et puis, ça me donne l'occasion, effectivement, de l'annoncer en avant-première, hein, qu'on a eu pas mal d'auteurs de la Louve du Polar qui sont venus dans cette émission, hein, dont Sandrine Cohen qui est venue là très récemment. Ophélie aussi qui viendra. Au mois de septembre, on fera un mois spécial Les Louves du Polar. C'est-à-dire qu'on aura une émission tous les mercredis et tous les vendredis. On n'aura que des auteurs de polar, dont des Louves du Polar, pardon. Et je peux déjà vous dire qu'il y aura de très, très belles personnes. Il y a des très belles personnes dans ce collectif. Il y a de très belles personnes. Voilà, un mois de septembre spécial, les Loups du Polar. Donc, on rappelle ce collectif, les Loups du Polar, que vous pouvez retrouver donc, du 24 au 21 juin, voilà, dans plusieurs librairies de France. Il y a un site internet, les Loups du Polar, il y a une page Facebook, il y a une page Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et vous verrez, en plus, on l'a vu avec Séraphine tout à l'heure, il y a des petites vidéos assez sympas qui a dit qui c'est de la fille ne connaît pas du polar, et tu es dans cette vidéo. On s'amuse bien, j'avoue. Voilà, avec Johanna Gustafsson aussi, donc on te rappelle, qui a gagné ce prix, le prix Maison de la Presse 2025. Bien mérité. Exactement, qu'on a eu l'occasion de très beau recevoir texte. aussi. Bouchareb Colette qui est avec nous, bonsoir, qui nous dit bonsoir Florian, bonsoir tout le monde. J'arrive juste à temps d'être dans le bain avec vous, donc merci à vous. On rappelle que tu es avec nous, Petroni, pour nous parler donc de ce livre Sur leurs traces aux éditions HarperCollins. Et il y a justement une question intéressante qui dit, on parle souvent du polar scandinave. À quelle place se situe le polar français, à votre avis? Alors, moi, personnellement, si j'ai commencé avec le polar scandinave, aujourd'hui, je ne lis que du polar français. Alors, pas du tout du côté chauvin. C'est qu'en fait, moi, les auteurs, je les rencontre aussi dans les salons, donc ça vient des amis.
Et je trouve qu'en effet, on est très nombreux, chacun un univers très particulier. Donc pour le moment, j'ai une palle déjà énorme, rien qu'avec les auteurs hommes-femmes français, et je m'embête pas. Et je trouve que les styles sont tellement différents, les univers sont tellement différents, que je n'ai pas l'impression de lire la même chose. Vraiment pas. Donc tant qu'il y a toujours cette envie, ce plaisir de lecture, je reste pour l'instant. Et puis c'est vrai que comme ça devient aussi des amis que je rencontre en salon, je trouve ça toujours intéressant de lire un livre alors qu'on connaît un peu la personne, qu'on a un visage derrière, on a une lecture différente. Donc moi, pour le moment, je suis très français. Je pense qu'on a encore du travail aussi, surtout à l'international. Les auteurs français, je pense, ne sont pas du tout représentés à l'international. Donc on a tous ensemble encore un gros travail à faire pour être plus traduit, plus présent, soit aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Europe. Donc voilà, ça va être aussi un autre challenge, mais on va y arriver parce que franchement, quand je vois les auteurs qui arrivent, je me dis, il y a quand même des très belles plumes. Donc un jour, ça va venir. Un jour, ça va venir. Eh ben, on l'espère en tout cas, et puis il n'y a pas de raison. En tout cas, effectivement, Lucho, si j'écorche pas, excusez-moi, 64 qui nous dit sur YouTube, une très belle meute s'élève du polar, énormément de talent à suivre absolument sur Instagram et les réseaux. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de voir la question de l'invité? Non, pas pour l'instant. Eh bien, écoute, en tout cas, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est de lancer le petit jiggle et on écoutera la question de l'invité. Alors, Petroni, on est quel jour? On est mercredi, donc c'était On est en vendredi. C'est ça, on est en week-end, Oui. pas pour toi. Je vais prolonger. Vendredi, on a reçu donc Pierre Manonti qui est venu donc nous présenter ce livre Charles Pasqua dans l'ombre de la République aux éditions Passé et Composé. Donc c'est un très fin connaisseur de la Ve République. On a beaucoup parlé avec lui de la Ve République et du gaullisme. En 2-3 mots, Sonia, pour les gens qui nous regardent ce soir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? En fait, avec ce livre, on apprend le côté qu'on ne voit pas à la télé, l'homme public qu'on connaissait. En fait, moi, c'était un peu comme tout le monde et j'ai appris énormément de choses côté personnel, sa vie en général, sa façon d'être et pourquoi il est devenu le Charles Pasqua que tout le monde connaissait en fait. Et c'est un livre super intéressant. Voilà, effectivement, un livre super intéressant. Donc, Charles Pasqua dans l'ombre de la République aux éditions Passé Composé. Donc, quand on a dit à Pierre Petroni que tu venais avec nous aujourd'hui pour nous présenter ton nouveau livre, voici sa question. Alors, c'est une question de travail. Comment on travaille chez Petroni quand on est auteur de thrillers, de romans policiers, et je crois que vous en avez fait un certain nombre. Est-ce que vous faites un travail de recherche avec la police? Est-ce que vous venez d'une famille dans laquelle il y a des enquêteurs, des commissaires? Comment vous avez découvert cet univers? Et puis, est-ce que vous vous renseignez auprès de policiers, de médecins légistes pour faire vos livres? Je pense que c'est une question qui intéressera les auditeurs. En tout cas, moi, j'écouterai la réponse avec intérêt. C'est très gentil. Voilà. Oui, alors, je vais lui Vas-y, répondre. Oui. Oui, on en a déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai que comme ça va me permettre de condenser. Oui, alors, bon, après moi, c'est ma touche, je ne suis pas la seule. Moi, j'aime en effet que mes romans soient très réalistes. Donc, tous les lieux que je cite, alors c'est souvent la région parisienne, existent. Donc, dès que je parle d'un restaurant, d'un bar, d'une rue, ça existe. Donc, ça, c'est déjà le décor. Ensuite, en effet, j'ai souvent des personnages très forts qui sont soit flics, donc aujourd'hui au 36 de Bastion, donc à la brigade criminelle, ou avocats. Et c'est vrai que moi-même, avant petite fille, quand je regardais la télé, je regardais du Julie Lescaut, regardais du Colombo, et je ne faisais pas trop attention à la procédure. Voilà, je vais peut-être rentrer dans l'histoire. Et puis quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit non, moi je voudrais que demain, si un flic me lit, si un avocat me lit, si quelqu'un qui est dans ce milieu-là me lise, ils se disent pas Petroni n'a pas fait son travail, elle dit n'importe quoi. Voilà. Et moi je trouve ça passionnant de faire plein de recherches dessus. Donc j'attache beaucoup d'importance à ce que tous mes romans soient crédibles. Voilà. Donc en effet, pour ça, au-delà de l'histoire que je vais créer, il faut en effet que tout soit complètement réaliste et vrai. Donc procédure, garde à vue, relation avec les juges, voilà. Tout est véridique. Après, ça demande en effet pour ma part beaucoup de recherche parce que je n'ai pas fait de fac de droit et je ne suis pas aujourd'hui flic à la crime. Donc ça demande en effet beaucoup de recherche, beaucoup d'entretiens avec des gens professionnels.
beaucoup de documentation sur des sites spécialisés. À chaque fois, je m'amuse pour les autopsies. Et c'est vrai que de temps en temps, mon mari rentre, il me dit tu as fait quoi aujourd'hui? Il ouvre la page internet et là, il voit des photos, pas toujours très agréables, d'autopsie que je sache apprendre à droite à gauche pour m'inspirer pour écrire des scènes. Donc voilà, donc tout ça demande en effet beaucoup de travail, beaucoup de relecture. Au départ, je me faisais relire par des magistrats pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Maintenant, c'est bon, ça fait 9 romans, je commence à connaître un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai moins ce besoin de regard d'un professionnel avant de rendre mon texte. Mais oui, c'est énormément de recherche, énormément de recherche. Eh ben, merci en tout cas pour ta réponse et je remercie encore une fois Pierre Mananti pour cette belle question qu'il est venu nous poser. Alors, au niveau de la procédure pénale, les polars de Petroni sont au top. Voilà, comme on peut dire comme commentaire. Pierre Mananti est un ami et un grand historien. Je ne suis pas étonné de sa question, nous dit Philippe. Donc vraiment, merci à vous. Et justement, vendredi soir, nous recevrons donc Marie Alandiga qui viendra donc nous présenter son livre L'enfant sur le toit, qui, on le voit, est inspiré de faits réels. Hein, ça se passe vraiment dans un univers de la Seconde Guerre mondiale, dans des camps de concentration. Justement, cher Petroni, quelle serait la question que tu voudrais poser à Marie? Oui, alors moi, bon, je n'ose même pas imaginer, vu le thème de son roman, la difficulté de l'écriture et les recherches qu'elle a dû faire. Donc ça, j'en doute pas. Je pense qu'elle a dû passer des mois et des mois de recherche et que c'est une femme extrêmement passionnante et passionnée par ce thème. La question que j'aurais, moi, en effet, plus peut-être un peu personnelle, serait de dire, Marie, donc ce roman donc, part d'un fait réel. Qu'est-ce qui a fait, quel est le déclencheur, ou peut-être l'histoire dans l'histoire, qui a fait que vous avez ressenti ce besoin d'en faire un roman? Voilà. Quel a été vraiment ce petit point qui vous a bouleversé au point de vous dire, il faut que je l'écrive, il faut que je le partage, que je fasse un roman, que les gens le lisent le plus possible pour savoir ce point. Merci Petroni donc, pour cette question qu'on lui diffusera donc, ce vendredi pour son livre L'enfant sur le toit aux éditions d'Avalon. Voilà, merci beaucoup. Et juste avant de recevoir Séraphine, il y a une question intéressante de Laurent qui nous dit Petroni, est-ce que pour vous le réalisme peut-il s'accorder avec la fiction? Oui, quoi. En tout cas pour ma part, moi j'arrive très bien à faire les deux et à faire le partage. Donc c'est-à-dire qu'en effet, le côté réaliste dans mes romans, ça va dire c'est le décor et le côté procédurier des choses. Après, l'histoire est complètement de l'ordre de la fiction. Donc mes personnages ne sont pas tirés de personnes existantes. Même si de temps en temps je m'inspire d'un fait réel, en fait je vais m'inspirer d'un petit point d'un fait réel qui va me permettre de démarrer une histoire. Mais après tout reste c'est de l'imaginaire. J'invente tout le reste. Et puis je m'éclate dans les fins. Donc oui, donc en effet c'est ce fil rouge qui peut être une sorte de squelette, qui peut être rassurant. D'avoir ce côté procédure ancré dans la réalité, je m'amuse énormément dans la fiction autour. Donc c'est un équilibre qui correspond peut-être pas à tous les auteurs, j'avoue, mais qui pour ma part me correspond tout à fait. Eh bien écoute, merci à toi. Et ce que je te propose maintenant, c'est de recevoir Séraphine. Séraphine Matin, la psychochroniqueuse de cette émission qui fait passer les auteurs sur le grill, comme on dit. Ok. Voilà. C'est moi la polardeuse de l'émission, ok? Justement. On va être copines. Justement, Séraphine, avant de te laisser la parole et de vous laisser tous les deux en tête à tête, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première heure d'émission avec Petroni? Mais que j'aime bien, enfin, c'est vrai que les écrivains de polar, on a tendance à dire qu'il faut qu'ils soient carrés parce qu'il faut qu'ils fassent attention à ce que tout soit cohérent, à ce que toutes les fenêtres qui ont été ouvertes soient refermées. Et Petroni, elle a une joie de vivre et un débit qui la font sortir de l'image un peu caricaturale qu'on pourrait avoir. Mais je crois qu'on prouve largement ici le contraire, mais on pourrait avoir cette image de gens un peu carrés. Et du coup, j'aime beaucoup une femme en plus qui casse les codes et qui casse l'image. C'est super chouette, j'adore. Bon, ça va mes copines. On en reparle d'ici 10 minutes. Oui, jusqu'à maintenant, on est copines. Voilà. Je vous laisse tous les deux. Voilà, c'est donc le portrait de Séraphine. C'est parti. Je vais en couler.
Oui, Je il est sais trop pas, mignon. j'ouvre les chakras. Vas-y, vas-y, respire. Respire, ça va bien se passer. Voilà, c'est bon, je suis détendue. Tu travailles par cycle, j'ai vu ça aussi. Et effectivement, et même dans ta vie professionnelle, enfin dans ta carrière, du coup, 10 ans de marketing, enfin une dizaine d'années de marketing, une dizaine maintenant d'années d'écriture. Est-ce que ce cycle, est-ce que tu penses que voilà que tu as trouvé ta place ou est-ce que tu sens que ce cycle de 10 ans, il est appelé à évoluer? Parce que tu l'as dit tout à l'heure que le scénariste, ça commence à titiller. Donc, est-ce que c'est justement parce que finalement, on arrive aux 10 ans et que tu sens que tu aimerais y ajouter, non pas ce coup-ci tout changer, mais y ajouter quelque chose pour les 10 prochaines années? Comment tu te vois dans les 10 prochaines années? Oui, alors, en fait, je ne le voyais pas comme ça initialement. Donc, c'est bien, là, tu me fais voir les choses différemment. Non, alors, on va partir d'abord du côté écrivain. Le côté écrivain, je me dis, tant que je m'amuse, tant qu'il y a de la passion, je continue. Voilà. Peut-être qu'à un moment, je vais m'essouffler. Peut-être qu'à un moment, j'aurai l'impression d'avoir fait le tour. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai même fini, voilà, j'ai fini mon 10e roman. J'ai adoré l'écrire. Il est déjà prêt pour l'année prochaine. Voilà, je suis pas en retard. C'est cool. Donc, tant qu'il y a de la passion, cette envie, en fait, tant qu'il y a du plaisir, je continue. Donc ça, je ne veux pas l'effacer de ma vie. Ça prend énormément de place et c'est important. Vraiment, ça fait vraiment partie de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'enverrait ça. Je pense que c'est comme si on me coupe un bras. Voilà, il faut vraiment, l'écriture est hyper importante. Par contre, je suis une femme de challenge. J'aime en effet les nouveaux projets. J'aime bien sortir de ma zone de confort. Et donc, en effet, en parallèle, mais je réalise que j'ai du temps, que je peux encore le faire en parallèle. J'aimerais en effet me lancer dans cette voie-là. Pourquoi? Parce que voilà, nouveau challenge, on rencontre des gens différents, donc on apprend beaucoup de choses. C'est un nouvel exercice. C'est soit prendre son roman, l'écrire différemment, parce que on ne vend pas une série comme on vend un roman. Je découvre ça et je trouve ça passionnant. Pour être tout à fait honnête, quand on a commencé à écrire sur en fait quand on ouvrait les yeux, qu'il y avait une possibilité d'adaptation, on a pas mal changé. On a pas mal changé, on a changé la fin, on a changé pas mal de personnages. Et franchement, j'ai limite préféré le scénario à mon roman. Non, mais je sais pas. Parce qu'en fait, je me suis dit, le roman, c'était un premier jet que j'adore. Mais là, comme il s'est passé 3 ans, qu'il y a eu un regard extérieur de professionnels qui l'ont lu, qui l'ont décortiqué, qui m'ont poussé dans mes retranchements par rapport à mes personnages. Et puis, on a pris du temps. Voilà, en fait, il y a eu des visions différentes. Ils m'ont dit, mais pourquoi tes personnages ne feraient pas ça, etc. Je me suis dit, ah, mais ouais, mais carrément. Voilà. Et en fait, c'est un autre exercice que j'aime beaucoup, justement, qui est différent, en fait. Et puis, voilà, c'est un échange. C'est moins un travail solitaire. Il y a un vrai travail d'équipe derrière. Donc, c'est une écriture différente. Les enjeux sont différents, les codes sont différents, tout est différent. Donc, voilà, pour moi, c'est seulement sortir un peu sa ligne de confort. Donc, à terme, pourquoi pas, en effet, le faire, mais pas au détriment du roman. Pour moi, voilà, ce sera un projet annexe qui me fera très plaisir. Idéalement, si je peux concilier les deux, ce serait génial. Et je sais que j'ai des consoeurs. Voilà, mais ce ne sera pas pour lâcher le roman pour faire que du scénario. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est ça aujourd'hui. On en parle peut-être dans 5 ans, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que voilà. Ah, mais je crois que tu viens de m'expliquer finalement, enfin de me faire, je vais réfléchir, je vais regarder la différence entre quand tu vois un film ou une série, et c'est ou adapté de, ou basé sur le roman de, ou et du coup elle est là la nuance, elle est sur on a transformé le livre en scénario, ou on s'est juste inspiré du livre pour en faire une autre histoire avec une autre fin. Donc elle est là la nuance. Alors, en fait, juste pour finir là-dessus, en fait, c'est ça qui peut être frustrant quand on a un grand lecteur de polar, qu'on adore un livre. Souvent, on est déçu de l'adaptation parce qu'on veut une copie conforme de quelqu'un. Sauf que quand on écrit, voilà, sauf que quand on fait un scénar, en fait, on s'adresse à un public beaucoup plus large, qui n'est pas spécialement habitué à lire du noir. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer les codes pour parler aussi à ce public-là. Oui. C'est pour ça aussi que les codes sont complètement différents. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Oui, pour que justement le style change pas, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un film policier à un film d'horreur.
Non, non, on garde, mais il faut l'adapter à un public peut-être Oui. moins habitué ou voilà, qui ne s'attend pas que ce soit trop Oui. noir. Voilà. Voilà. D'accord. Et du coup, ces deux mondes, le marketing et l'édition, c'est quand même un travail très, très, très social et très, très visible. La com, c'est tout dans l'image, on va dire, et où l'écriture, c'est justement beaucoup de recherche, de solitude, beaucoup de travail sur soi et avec soi. Quels sont les points communs du coup de ces deux mondes? Parce que ça a dû être un gap hallucinant, toi, sur ton quotidien. Alors, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Non, il y en a beaucoup. En fait, non, mais alors, en fait, dans la vie d'un auteur, il y a aussi toute la partie promotionnelle. Et donc, moi, j'adore ça. J'adore ce contact avec les gens. J'adore discuter. Et voilà, donc, c'est ce que j'avais dans mon premier métier et que je retrouve quand je vais en salon, ou même ce soir, quand je fais des lives. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est différent. Mais il y a quand même ce côté un peu de séduction quand même, parce que le but c'est que les gens aiment notre livre, donc il faut le vendre. Donc il y a quand même ce côté un peu marketing, mais qui reste beaucoup plus sincère. Et puis c'est plus compliqué parce qu'on se vend nous en fait derrière, c'est notre sensibilité à nous, c'est notre histoire, donc c'est pas la même démarche. Et ce qui m'amuse, c'est que je peux être un peu embêtante avec les éditeurs parce que justement, comme j'ai fait du marketing. Je sais un peu comment on peut vendre des choses. Et donc, ce que je leur dis, et en fait, comme j'ai signé pas mal de contrats, ce que je leur dis, en fait, j'ai ce côté un peu l'artiste, voilà, dans son monde, mais j'ai un côté très businesswoman aussi. J'ai été bien formatée, voilà, bien formatée businesswoman. Donc, je sais aussi lire un contrat, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Mais ce que je veux dans ce sens-là, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que je suis en effet très réaliste aussi avec où j'en suis dans ma vie. Donc, voilà, donc je ne demande pas de la lune parce que je sais que je n'y suis pas. Donc, j'ai une vision justement très, très réaliste en fait de là où j'en suis dans ma vie et ce que je peux exiger ou pas. Et donc, c'est très carré en fait avec moi. Justement, c'est très transparent. Donc, en fait, c'est aussi très agréable parce que je ne suis pas. Voilà, je sais. Voilà, en fait, on a le même langage. Voilà, on a le même langage. Oui. Voilà. Mais du coup, justement, comment tu vis d'avoir travaillé sur des produits pour finalement, aujourd'hui, surtout avec ton succès, être le produit? Oui, ça c'est plus compliqué. Tu as vécu cette transition? C'est plus compliqué. Alors ça, c'est plus compliqué, j'avoue, à vivre. Après, ça s'est pas fait en un an, hein. Ça s'est fait sur plusieurs années. Donc, je pense que ça s'est fait tout en douceur. Ça n'a pas été brutal. Je suis pas passée d'un extrême à l'autre en un an. Donc, en fait, je pense que progressivement, j'ai réalisé voilà, ce qui s'est passé. Ce que j'expliquais, c'était que j'ai mis beaucoup de temps à me dire écrivain, à l'assumer, à me présenter tel quel dans un dîner, quand les gens ne vous connaissent pas, et dire, mais tu fais quoi dans la vie? Voilà. Et donc, on a eu beaucoup d'étapes. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a une vraie relation qui est établie avec les lecteurs. Je fais pas mal de salons, on commence à bien se connaître. Donc, il y a une relation d'amitié, en fait. Voilà, il y a plus. Je n'arrive plus en terrain inconnu. Maintenant, j'avais un salon, je me sens un peu chez moi. Les gens sont hyper gentils. Même ceux qui me connaissent pas, il y a quand même une découverte, une curiosité. C'est plus facile. Mais c'est ce que je dis, ça se fait pas en un an. Ce que je dis souvent aux jeunes auteurs, ça se fait pas en un an. Il faut beaucoup de persévérance et énormément écouter les conseils des gens et bien s'entourer pour s'améliorer. Oui. Voilà, c'est important. Ça se fait pas en un an et voilà. Et tous les jours on apprend et tous les jours il faut rester humble parce que tout n'est pas parfait. Oui. Et tout le monde ne peut pas aimer vos textes. Et ça, il faut en avoir conscience aussi. Voilà. Mais je pense que la différence, elle peut se creuser justement par rapport à la présence, parce que tu dis que tu fais beaucoup de salons, que tu fais des émissions, et je pense que le fait de se dissocier de son nom, c'est ça en fait. Les produits, ce sont tes livres, mais la personne, on peut la découvrir, la connaître, puisque tu t'offres beaucoup, parce que tu es aussi très nature et très sociable, et donc ça permet que tu ne deviennes pas toi un produit, mais bien ton style et tes bouquins. C'est chouette. Ouais. Oui. Et pour revenir du coup dans le cadre, justement, dans les 10 ans, j'ai vu aussi, j'ai vu aussi que tu arrivais à compartimenter aussi l'écriture, c'est-à-dire que tu écris sur plusieurs mois et puis sur plusieurs mois tu poses et donc tu es resté quand même très très carré dans ton travail finalement, même si c'est de la création, tu es hyper carré.
Je suis Mais pas fan. comment tu fais quand Mais ouais, mais comment tu fais quand l'un empiète sur l'autre? T'es dans phase d'écriture, puis il y a un souci à la maison, enfin il y a un souci à gérer sur un petit temps, Ouais. ou t'es dans ta période je n'écris pas, et puis là t'as une idée qui devient obsédante. Comment tu fais pour que les deux mondes ne se catapultent pas, et surtout ne te dérangent pas l'un dans l'autre? En fait, tu apprends à gérer la frustration. Quelle horreur! Ah oui, oui, non, mais ça arrive très souvent. En fait, alors, ce que j'appelle, moi, c'est amusant, j'appelle ça des phases d'euphorie. Quand je suis dans une phase d'écriture, où ça pulse, là, je suis en plein dedans, j'adore. Mais qu'en effet, vraiment 3 enfants, ça sonne, il faut aller chercher les enfants à l'école. On a beau être en plein milieu d'un chapitre, en fait, on s'en moque. Il faut arrêter, il faut aller les chercher. Et, mais bon, après, j'ai toujours écrit avec des enfants. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais déjà maman. Donc, en fait, j'ai toujours grandi dans ma vie d'auteur avec cette contrainte. Donc, en fait, maintenant, je suis habituée. Donc, je le prends plus comme une contrainte. Je dis seulement, voilà, à partir de telle heure, c'est terminé. Et Oui, c'est même pas une organisation, c'est une habitude. Voilà, maintenant, c'est une habitude. Donc, je sais que, par exemple, moi, je suis en plus beaucoup du matin. Donc, le matin, je les dépose à 8h à l'école. À 8h15, je suis derrière mon ordi. Je sais qu'à partir de telle heure l'après-midi, selon les horaires de chacun, c'est terminé. Je ne suis plus écrivain, je deviens maman. Et j'oublie mon roman pour la fin de la journée, pour l'école, le goûter, les activités, quoi, la vie de maman. Mais maintenant, je le sais, c'est mon emploi du temps, c'est comme ça. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça. Comme nous tous, dans nos vies professionnelles, personnelles, on n'a pas le choix. Donc, j'ai envie de dire, dans une vie d'écrivain, c'est pareil. Après, quand j'ai une bonne idée, alors que je suis pas du tout en phase d'écriture, ça m'arrive pratiquement jamais, parce que je suis tellement en train de fermer tout pour justement m'aérer la tête que je ferme beaucoup. Et j'aimerais avoir l'idée de ouf qui m'arrive comme ça, alors que, mais ça arrive pas souvent. Non, j'ai vraiment besoin d'ouvrir mes chakras. Le cerveau est conditionné, du coup. Le cerveau est conditionné. Vraiment, l'été, par exemple, je fais un coup. Je suis focus famille, etc. Et même, j'ai besoin de penser autre chose pour mieux revenir dans le noir après. Et voilà. Sinon, si on était tout le temps dedans, je pense qu'on aurait du mal à prendre de la hauteur, à souffler de l'inspiration, etc. Donc, de toute façon, j'arrive à cloisonner. Voilà, tout à l'heure, du coup, ça devient un automatisme. Ouais, je pense qu'en fait, c'est toujours écrit comme ça, donc ça va. J'ai pris le pli. Oui, surtout qu'un parent, tu as intérêt à être organisé, parce que surtout, surtout avec ce que tu mets dedans, c'est fou d'être capable de le faire en si peu de temps quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui mettent énormément de temps, surtout quand c'est pas leur métier, comme tu disais, comme t'es pas flic ou que t'es pas avocate, ou c'est compliqué en plus. Ça demande énormément de. Donc bravo aussi pour ça, d'arriver à paraître aussi lâché, aussi détendu, alors que derrière il y a un boulot de dingue, quoi. Il y a clairement un boulot de dingue. Je précise quand même une chose, pour rendre à César ce qui est à César, c'est que moi, j'en ai fait mon métier. Et il y en a quand même beaucoup d'amis auteurs qui sont maman ou papa, ou pas, d'ailleurs, on s'en moque un peu, mais voilà, qui ont une vie personnelle et qui travaillent 7 heures par jour dans un autre métier et qui doivent écrire aussi en parallèle. Et moi, je suis d'autant plus admirative qu'ils arrivent aussi à sortir un livre, voilà, en 1 an, 18 mois, alors qu'ils ont 7 heures de travail en plus de la vie. Voilà, donc moi, je trouve que je suis plutôt chanceuse. Et voilà. Non, mais après, je veux pas, voilà, mais je suis d'autant plus moins admirative des gens qui, en plus, ont 7 heures de travail par jour à côté. Oui, c'est sûr. Ouais. Du coup, ma dernière question, elle va s'adresser à la femme de com. En fait, d'avoir un regard un petit peu extérieur à toi-même, c'est-à-dire que pour revenir sur les Louves du Polar, parce que je trouve que c'est un truc hallucinant. Et justement, en com, quel est l'intérêt de rentrer comme ça dans un collectif? De ton œil, toi, de communicante, comment elle voit l'auteur qui est rentré dans ce collectif, et quel est l'intérêt? Voilà, autant pour un auteur que pour ce que ça implique. Au niveau com, en fait, je pense que ce qu'on dit, l'union fait la force. Donc, quand vous êtes tout seul, toute seule, et déjà, on ne vous écoute pas, vous ne touchez pas la même audience. On n'a pas toutes, au sein du collectif, les mêmes éditeurs, la même visibilité, le même succès. Et donc, au mieux, voilà. Et là, en fait, on est tous ensemble, dans le même bateau. Et il n'y a pas de. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà, il n'y a pas de savoir qui vend le plus, qui vend le moins. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de dire qu'on se met tous ensemble, avec cette passion commune,
Et plus on est nombreuses, plus on aura d'idées, plus on aura de force de travail, d'idées, de réaction, de lectorat autour de nous, pour justement que notre voix soit plus portée. Donc moi, je trouve qu'en termes de com, c'est une très très belle opération. Moi, je ne fais pas partie des louves qui ont créé le collectif. Moi, je suis arrivée après. Je suis très admirative des 5 fondatrices parce qu'elles ont le courage d'aller, au mieux de que parler, elles ont le courage de vraiment le lancer, de nous appeler, de dire est-ce que tu veux venir avec nous. Et je trouve qu'en plus, c'est une démarche très intelligente parce que ce n'est pas une démarche de on est là, voilà. Non, c'est pas de limite, non, vraiment pas. C'est seulement de dire, bah voilà, c'est un constat, qu'on est nombreuses, qu'on écrit des livres et que c'est un peu dommage qu'on ne soit pas plus présente. Mais je trouve que c'est fait de manière, c'est une communication positive. Voilà. On le fait en se moquant de nous-mêmes, à travers des vidéos au 3e degré, où franchement, on se fait très plaisir. On propose, il n'y a aucune obligation, on propose, tu fais pas. Les libraires, ils prennent pas. Voilà, tout se fait en bonne intelligence, avec une envie mutuelle des différents partenaires. Il n'y a aucune obligation, aucun contrat. C'est qu'une envie de travailler ensemble. Voilà, donc je trouve que tout ça est une com intelligente, forte et positive. Donc, moi, en tant qu'auteur… Oui, parce qu'il n'y a pas de contraintes. Non, il n'y a pas de contraintes. Et en tant qu'auteur, ça peut être que positif, parce qu'en fait, on parle de nous toutes. Donc, au final, ça ressurgit aussi sur nous en tant qu'auteurs individuels, parce que, vous voyez, ce temps, on en parle. Donc, on parle d'autres auteurs aussi. Les libraires disent, tiens, cette livre, je ne la connais pas. Tiens, elle fait partie aussi des loups. Donc, en fait, on a toutes des retombées positives à chacun à son niveau du fait de faire partie de ce collectif. Et les maisons d'édition, elles vous laissent gérer, elles vous laissent faire. Il n'y a pas de problème d'image ou d'appartenance il n'y a aucune exclusivité. Enfin, c'est… Ah non, tout le d'ailleurs, monde peut créer un collectif. On est toutes très différentes. On appartient toutes à des maisons d'édition différentes. Et moi, je sais que, moi, j'avais dans fin d'Harper, il y avait des louves et des louves femmes. Mais c'est pas grave. Parce que même de temps en temps, on incorpore des auteurs françaises non louves dans nos opérations. Parce qu'en fait, le but, c'est souvent qu'on parle des femmes. Et en fait, louve, pas louve. Oui. Voilà, c'est pas ça le plus important. Et franchement, les maisons d'édition ont bien joué le jeu, mais parce qu'en fait, elles ont tout à y gagner aussi. C'est vrai. Elles ont tout à y gagner parce que c'est une démarche positive. C'est pas une lutte. Ça aurait été une lutte, on aurait eu un discours très féministe, très, très négatif. Non, je pense que ça ne serait pas passé. Oui. Ni auprès des lecteurs d'ailleurs. Ça n'aurait pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, à partir du moment où c'est un discours de bienveillance, de constat, tout simplement, il n'y a pas de… Génial. Merci. Je vais finir là-dessus parce que justement, ce projet, il n'y a rien à faire. Je le trouve vraiment, vraiment terrible. Donc, voilà. J'en profite pour rester là-dessus. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci, Sarah. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange. Donc, on le rappelle, ce collectif Les Louves du Polar, qu'on peut retrouver dans plusieurs librairies du 24 mai au 21 juin 2025. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même sur leur site internet où vous avez la liste de tous les auteurs et tout ce que vous faites toute l'année. Donc, vraiment, merci beaucoup encore. René nous dit l'union fait la force. Frédéric nous dit encore une très belle émission. Merci Petroni aux chroniqueurs et aussi à l'animateur. Merci beaucoup Frédéric. Petroni est une très belle personne humaine. Voilà, nous dit Philippe. Donc, merci beaucoup. Bon, comme on dit souvent dans cette émission, tu as vu, c'est un petit grill de Séraphine assez sympa. Ouais, carrément. Voilà. Donc, en tout cas, on rappelle effectivement que tu étais avec nous pour nous parler de ce livre Sur leurs traces, aux éditions HarperCollins. Donc, vraiment, merci à Sonia d'avoir fait la chronique. Merci à Séraphine aussi pour ce portrait. Alors, je ne sais pas, les filles, avant de laisser la parole à Petroni, si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, j'ai hâte de lire donc ceux d'avant et les prochains. Merci Sonia. Séraphine, si tu veux rajouter quelque chose aussi. Non, mais pareil, encore un excellent, encore un superbe échange avec les louves. J'ai pas envie non plus à chaque fois de remettre ça en avant, mais c'est vrai que vous avez tout ça en commun. Je pense que pour être une louve, il faut déjà ça. Il faut l'ouverture d'esprit et l'envie de communiquer et l'envie de parler de soi autant que des copines. Et du coup, encore un superbe échange. Je suis trop contente.
tout cas, je Merci suis très beaucoup. contente, comme dirait Céline. Oui, Merci c'est à toi. Et on rappelle que toutes ces émissions, on peut les retrouver le mercredi et le vendredi soir à 19h30. Et je vous l'annonce, au mois de septembre, on aura un mois spécial, les Loups du Polar, avec, je peux déjà vous annoncer, de très, très belles plumes dont on a parlé tout à l'heure avec Petroni. Donc vraiment, merci à vous. Petroni, je te laisse juste avant de présenter rapidement Marie qui viendra avec nous la semaine, enfin non, là, ce vendredi. Qu'est-ce que tu peux dire aux lecteurs, aux chroniqueurs qui sont avec toi ici? Eh ben, j'ai envie de dire que j'ai pas vu, ça fait pratiquement 1 heure et demie qu'on est ensemble. J'ai pas vu le temps. Je pense que j'aurais pu prendre mon petit café et encore rester 2 heures. Mais tu peux, il n'y a pas de souci, on peut rester en cause. Ouais, non, mais moi, j'ai le décalage horaire. Donc pour moi, il est un peu plus tard. Voilà. Mais non, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Donc, quand on voit pas le temps passer, ça veut dire que ça a été super. J'espère que ce sentiment de simplicité, de spontanéité, comme si on était toutes dans le même café autour d'un verre, tous ensemble, a été ressenti par tout le monde et par les lecteurs. Et puis, franchement, moi, je suis bluffée par tout le travail que vous avez fait en amont, que ce soit Florian, Sonia, Séraphine, et la comédienne qui a lu mon texte, parce que c'est hyper professionnel. Je trouve que le rythme est là. On a à peine le temps d'avoir un petit banc que pour que ça y ait une nouvelle idée, un nouveau chronique, tac. Pro, hyper pro. Quel travail. Merci. Franchement, je re-signe demain. Bravo. Génial. Avec grand plaisir, en tout cas. On sait qu'il y a des projets dans les tiroirs, donc en tout cas, tu sais que tu reviens quand tu veux. Tu connais l'adresse maintenant. Et encore une fois, merci à toi d'être venu nous présenter ce livre sur Trace aux éditions HarperCollins. Et d'ailleurs, merci encore une fois aux éditions HarperCollins. Et puis, voilà, ravi de t'avoir vu à Lyon. Et voilà, on a gardé un très bon Oui, souvenir. c'est vrai. Et j'espère qu'on se reverra donc très prochainement. Voilà. Donc, juste pour terminer, je vous rappelle qu'on recevra donc ce vendredi, on recevra donc Marie Alondiga qui viendra donc nous présenter son livre L'enfant sur le toit. On le voit sur cette couverture inspirée de faits réels. C'est en pleine histoire de la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration. Donc vraiment, je vous invite. Voilà, les déportés. Je vous invite vraiment à être avec nous ce vendredi pour découvrir la plume et surtout le personnage de Marie, qui est très attachant aussi. Donc, on se donne donc rendez-vous ce vendredi. Lisez des livres, on l'a dit avec Petroni, allez les rencontrer sur les salons parce qu'on fait toujours de très belles découvertes et en plus on devient amis et c'est ça le plus beau dans la littérature. Donc lisez des livres, profitez bien de votre pont si vous le faites, sinon on se donne rendez-vous. Donc vendredi. À très bientôt, ciao ciao. Merci. À vendredi.